le cercle relations publiques, influence, stratégie est un cercle dynamique qui essaie de créer un événement à peu près tous les mois, à la fois pour parler de thématiques qui peuvent avoir un impact et intéresser tous les gens qui s'intéressent au sujet de relations publiques, relations entre les pouvoirs publics et le monde politique notamment. On avait, il y a 2 mois, eu le grand plaisir d'avoir Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué, je crois, c'est ça, d'Aris Interactive, qui est un brillant analyste de l'opinion publique, mais qui est surtout un intervenant du certificat de Sciences Po Executive Education, dont j'ai le plaisir d'être le directeur pédagogique, et qui aide les étudiants de Sciences Po Alumni, dont font partie certains d'entre vous, en particulier François, que vous venez d'entendre, à décrypter le rôle que peut jouer l'opinion et la façon dont on peut utiliser des sondages et le travail qu'on peut faire avec des cabinets comme Aris Interactive dans des stratégies de relations publiques, d'affaires publiques, de communication. Voilà. Et nous avons commandé il y a quelques jours à Jean-Daniel Lévy un sondage de 14 mois avant les présidentielles qui cherche à imaginer qui demandait, qui interrogeait les Français et les électeurs, enfin en tout cas un panel représentatif pour savoir ce qu'ils voteraient si les élections étaient dimanche dernier, du coup. Donc les résultats sont intéressants. Et puis ils disent aussi des choses, alors même si ça ne dit pas quels vont être les résultats des présidentielles aux 14 mois, parce qu'on ne sait pas qui sont les candidats, ça dit aussi beaucoup de choses sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Aussi, je vous propose d'écouter Jean-Daniel, de l'interroger, et puis évidemment d'avoir un dialogue. Je pense qu'on a perdu Guillaume, mais c'est le moment du coup parfait pour Jean-Daniel vous donner le micro. Dans les résultats que tu as nous montré, Jean-Daniel, aujourd'hui. Donc, c'est l'une des thématiques sur lesquelles on peut échanger. Et puis, au-delà, évidemment, il sera très utile d'avoir un débat le plus large possible. Alors, je vous présente Carmen Garcia, qui travaille chez Comstrat avec moi, qui est aussi teaching assistant à Sciences Po et diplômée d'il y a 2 ans. Voilà, et qui va m'aider à animer cette soirée que je souhaite la plus passionnante possible. Et Jean-Daniel, si tu es d'accord, je te laisse la parole pour présenter ton travail. Avec plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La dernière fois, en fait, lorsque j'étais intervenu, vous aviez les uns et les autres découvert les résultats de l'enquête. Là, probablement que vous avez pu entendre entre dimanche soir et aujourd'hui les principaux enseignements de l'étude qu'on a été amené à réaliser avec Comstrat et qui a été publié dans le journal L'Opinion. Quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas de pouvoir faire un point et pouvoir échanger les uns et les autres. Et si j'arrive à vous donner quelques éléments que vous n'aurez pas lus dans la presse ou entendus par ailleurs, ça me fera d'autant plus plaisir. Donc, effectivement, peut-être une présentation rapide et puis après, ouvrir une discussion collective. Alors, si j'ai les droits utilisateurs, formidable, je ne vais pas me priver. Et je vais vous présenter cet aspect-là. Et si vous... Normalement, je mets en mode diaporama. Est-ce que vous le voyez? On voit très bien. Très bien. Le premier aspect, bon, Guillaume a mis quelques guillemets, on va les mettre aussi, mais ça vaut le coup après de voir ce qu'on peut faire avec une intention de vote et ce qu'on ne peut pas en faire. On est à 14 mois d'une élection présidentielle, donc ça veut dire qu'on est très loin du scrutin. On est à 14 mois d'une élection présidentielle et on sait qu'en général, les différents éléments qui sont mesurés un an avant sont contredits par la réalité pour différentes raisons. Et là, les raisons, on les voit encore de manière plus nette que par le passé. Premier aspect, l'offre électorale. Est-ce qu'on connaît le candidat soutenu par le Parti socialiste, par exemple, soutenu par la République en marche de l'autre, a priori on voit un peu plus, par les Républicains enfin, tout ceci reste un peu au conditionnel. Le deuxième aspect, c'est que on n'a jamais connu une situation qui, d'un point de vue d'opinion, apparaît comme étant aussi instable.
la situation sanitaire, évidemment. Bien malin sait dans quel état on sera, ne serait-ce qu'au cours du mois de juin ou du mois de septembre prochain, la situation économique, la situation sociale, et puis évidemment des effets d'agenda qui pourront jouer, soit le phénomène de la sécurité, dont on parle de manière nette depuis 2-3 jours, soit le phénomène de l'immigration, soit le rapport à l'islam, soit le rapport à l'écologie et à l'environnement, et puis enfin une dimension qui est une dimension essentielle et à l'heure actuelle passée un peu sous silence. À partir du 1er janvier 2022, nous serons dans une situation où la France présidera l'Union européenne. On sait que Nicolas Sarkozy avait su en tirer un formidable parti d'un point de vue électoral, présidence française de l'Union européenne au cours du deuxième semestre 2008 et au cours des élections européennes qui avaient suivi, pour la première fois, une formation politique majoritaire qui arrive très nettement en tête des élections avec près de 30% des suffrages recueillis par l'UMP en mai 2009, si je ne me trompe pas, avec une capacité à pouvoir notamment récupérer toute une partie à l'époque du Front National. Une situation, enfin, avec une forme de singularité. Pour la première fois, nous avons le chef de l'opposition de droite, à savoir Christian Jacob, qui a indiqué qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Et nous avons le chef de l'opposition de gauche, en tout cas d'une formation politique qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste, Olivier Faure, qui a indiqué qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Donc même la fonction traditionnelle de ce que peuvent être les formations politiques qui visent à effectuer la sélection pour pouvoir savoir qui porter au scrutin des Français dans le cadre du scrutin qui structure l'ensemble de notre vie politique, ces personnes-là ne sont pas aujourd'hui à la tête des principales formations politiques. Donc on a un éventail de possibilités qui est assez manifeste. Avec Guillaume, nous avons pris le parti de tester deux personnalités au sein de la droite. D'un côté, Xavier Bertrand et de l'autre, Valérie Pécresse. Alors, que retenir de cette enquête? Déjà, point méthodologique, c'est toujours important de le faire. Enquête réalisée du 2 au 4 mars dernier, donc vous voyez, plus chaud quasiment, c'est pratiquement pas possible. On a une stabilité, comment dire, des intentions de vote qui sont des intentions de vote extrêmement récentes, avec plus de 1000 personnes qui sont représentatives de la population française qui ont été interrogées. Avant d'entrer dans le détail, c'est toujours bien de l'avoir à l'esprit. Dernière élection présidentielle avec des vrais résultats. Emmanuel Macron, 24% au premier tour de la présidentielle, suivi de Marine Le Pen, 21,3%. Enfin, François Fillon, 20%, et Jean-Luc Mélenchon, 19,6%. Aucun autre candidat, hormis ces quatre-là, n'est parvenu à dépasser les 10% de comportement électoral. Le deuxième aspect, vous vous en souvenez tout aussi bien que moi, un vote en faveur d'Emmanuel Macron au deuxième tour qui est massif, 66,1. Mais dans le détail, voir que alors que le débat d'entre-deux tours a été considéré comme étant raté par Marine Le Pen, on se retrouve face à une progression de la candidate du FN de 13 points entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle. On va en parler tout à l'heure, mais cette progression est loin d'être anodine et montre bien que déjà à cette époque-là, dans un contexte où il y avait l'affrontement entre un candidat qui apparaissait comme étant relativement consensuel, plutôt du système, si on peut l'appeler comme ça, et une candidate qui avait fait une campagne basée très à droite sur l'échiquier politique, qui avait montré son incapacité, entre guillemets, à pouvoir incarner la fonction présidentielle dans le cadre du débat d'entre deux tours, était parvenu, malgré tout, à pouvoir accroître notablement le comportement électoral en sa faveur. Dans le cadre du premier tour de configuration, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, configuration qu'on avait été amené à tester par le passé, que j'étais venu vous présenter. On avait testé également l'hypothèse Arnaud Montebourg, qui aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est moins crédible, en tout cas, elle est un peu moins dans l'air du temps, et on s'est concentré sur cette configuration-là. Ce qu'on avait retenu la fois précédente, c'est qu'il y avait
un duo net, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, avec une petite avance au premier tour en faveur de Marine Le Pen. Et puis, au sein de la droite, une petite avance pour Xavier Bertrand au détriment de Valérie Pécresse. Petite avance également au sein de la gauche de Yannick Jadot, qu'il soit confronté dans son champ politique à Anne Hidalgo ou Arnaud Montebourg. Les grands équilibres ne sont pas fondamentalement modifiés. On était dans un contexte où les débats étaient des débats relativement forts, d'un côté sur la vaccination et de l'autre, en fait, sur la capacité ou pas de la France à pouvoir résister à un troisième confinement, et donc un flou gouvernemental et un flou présidentiel qui avait quelque peu déstabilisé le président de la République. Aujourd'hui, où en sommes-nous? On en est face à une situation où, à peu de choses près, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à égalité, vous le voyez, entre 25 et 26% pour l'un et pour l'autre. Petit regain de confiance à l'égard d'Emmanuel Macron dans la période où on a le sentiment qu'il maîtrise un peu plus le cours des choses et qu'il est un peu plus rassurant en tant que président de la République. Les deux arrivent assez nettement en tête devant le ou la candidate de droite, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, entre 15 et 12%. Donc on a sensiblement le même étiage que la dernière fois, un peu inférieur, mais avec toujours cette petite avance en faveur de Xavier Bertrand. L'arrivée et le fait qu'on ne l'avait pas testé par le passé de Jean-Christophe Lagarde a pu un peu troubler le jeu. Un Nicolas Dupont-Aignan, lorsqu'on a à droite, qui se tient entre guillemets toujours bien, aux alentours de 6%. Et puis enfin à gauche, toujours la même situation, une gauche qui est une gauche terriblement éclatée, mais une gauche qui au final est faible. Vous le voyez, 11% en faveur de Jean-Luc Mélenchon, entre 6 et 7% pour Anne Hidalgo, entre 7 et 8% pour Yannick Jadot. Donc, une gauche qui, à peu de choses près, pèse 25% en étant dans cette situation, qui est une situation assez de désunion. En termes d'évolution, si on regarde l'hypothèse avec Xavier Bertrand, on peut voir qu'il y a une petite progression d'Emmanuel Macron d'un point, une petite baisse d'un point de Marine Le Pen, baisse d'un point de Xavier Bertrand, baisse d'un point de Nicolas Dupont-Aignan et une stabilité quasiment du reste de l'électorat, sachant qu'à gauche, on a testé Fabien Roussel qu'on n'avait pas testé par le passé. Une personnalité qui est une personnalité qui apparaît comme étant individuellement relativement peu connue. Ce qui nous frappe, en dehors des phénomènes de stabilité, c'est qu'il y a aujourd'hui un contexte sanitaire qui est un contexte sanitaire difficile, un contexte économique et social qui, là aussi, sur le papier, peut apparaître comme étant relativement difficile et qui ne heurte pas fondamentalement le regard qui peut être porté à l'égard d'Emmanuel Macron, en tout cas pas dans le cadre de ce premier tour, et un maintien global de son socle. Élection présidentielle dernière, vous vous en souvenez, 24%. C'est à peu de choses près le score qu'il a réalisé au cours des élections européennes de 2019. Et c'est là, enfin, le score qui, globalement, entre guillemets, lui est promis, avec un niveau qui est un niveau, on va dire, correct, mais qui a évolué avec une structure électorale qui était nettement composée d'électeurs de gauche en 2017, au moment de l'élection présidentielle, qui s'était un peu modifiée au cours des élections législatives et qui s'est profondément transformée au cours des élections européennes qui ont suivi. Ce qui est assez frappant quand on regarde dans le détail des résultats et qu'on regarde les évolutions en matière de comportements électoraux, c'est qu'on a déjà en bas à droite un électorat de Marine Le Pen qui persiste et signe. 84% des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017 disent « Si l'élection avait lieu dimanche prochain, je le ferai à nouveau et de la même manière ». Donc on a une situation qui n'est pas nouvelle, avec un électorat d'extrême droite qui a conscience de ce qu'il fait, qui le fait avec constance, qui le fait avec persévérance et qui sait très longtemps en avance pour quel type de candidat il peut être amené à voter. C'est une nouveauté par rapport à ce qu'on voyait il y a encore une quinzaine d'années et qui, en fait, nous appelait à dire « Attention, l'électorat du FN, on l'appelait comme ça, qui est un électorat plutôt issu de personnes qui sont issues des catégories populaires, plutôt des jeunes également, a plutôt tendance à se dégeler en toute fin de période. Et là, vous le voyez, ça n'est pas le cas, 84% qui déclarent « Si c'était à faire la semaine prochaine, je referai comme j'ai fait
au cours de la dernière élection présidentielle. Premier aspect. Deuxième aspect, solidité également de l'électorat d'Emmanuel Macron, même si c'est moins net. Vous le voyez avec 69% de son électorat de 2017 qui déclare « S'il fallait voter à nouveau, je voterais à nouveau pour Emmanuel Macron ». Les déperditions qu'il a vont plus vers la gauche que vers la droite. Ce sont plus des électeurs qui sont issus de la gauche et qui sont déçus de son positionnement et de ses orientations et de ses prises de parole ou de prises de décision qui déclarent là que si jamais il fallait voter dimanche prochain, ils iraient plutôt voter en faveur d'un candidat de gauche. Le troisième aspect que l'on peut voir, c'est qu'on a un électorat de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'on a un gauche qui, malgré tout, est un peu friable. Et les 19,6% de mémoire qu'il avait réalisé au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 se transforment en 11%, notamment parce qu'il n'arrive pas entièrement à fédérer son électorat et que ces électeurs déclarent uniquement, entre guillemets, pour 1 sur 2, qu'ils seraient susceptibles de voter à nouveau pour Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon, l'aspect est un peu plus anecdotique. Du côté de François Fillon, elle l'est beaucoup moins. Elle l'est beaucoup moins parce qu'on passe d'une base de 20% des Français, parce qu'on était dans un contexte, vous vous en souvenez, où il y avait eu le Penelope Gate, où il y avait eu l'affaire Bourget, où il y avait eu des questions des costumes, effectivement, et où il y avait eu également tout le débat sur la norme sociale qui était porté sur le petit rhume et le gros rhume qui avait entaché fondamentalement la crédibilité d'une partie de son propos et le regard qu'il pouvait avoir à l'égard de la France tel qu'il était perçu par nos compatriotes. Dans ce contexte-là, alors même que François Fillon a réalisé 20%, réuni 20% des suffrages, uniquement une personne sur 2 déclare qu'elle serait susceptible de voter pour lui. 20% déclarent qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron et 17% pour Marine Le Pen. C'est assez frappant de voir en fait, que cette répartition de ceux qui globalement estiment qu'ils ne pourraient pas voter pour le candidat soutenu par les Républicains, tel était le cas, se divise quasiment en 2 parts complètement égales. Une part qui voterait pour Emmanuel Macron, une autre part qui voterait pour Marine Le Pen. Cette répartition des eaux ne constitue pas une surprise absolue. Et si vous prenez les dernières élections européennes, vous vous en souvenez peut-être, François-Xavier Bellamy, tête de liste, n'avait réuni qu'un peu moins de 9% des suffrages. Ces 9% des suffrages étaient dus à plusieurs aspects. Un, une mobilisation en toute fin de période de la jeunesse et qui avait été préjudiciable aux Républicains. Deuxième aspect, des électeurs qui avaient voté soit en faveur de la liste de La République En Marche, Nathalie Loiseau, soit du Rassemblement National, Jordan Bardella, en regard de prise de position qui apparaissait comme étant relativement claire sur ce qu'ils feraient si jamais ils étaient demain députés européens. Donc une difficulté, même de la part de l'électorat de droite, à pouvoir se reporter massivement vers le candidat naturel de la droite. Peut-être, et ce n'est pas qu'une hypothèse, que le fait que Édouard Philippe, dans un premier temps, puis Jean Castex soient issus de la droite traditionnelle, a rassuré une partie de cet électorat-là, qui avait eu le sentiment que Emmanuel Macron venait de la gauche, alors qu'au final, il a mené une politique qui était perçue comme étant de droite. Que Emmanuel Macron avait nommé dans son gouvernement, enfin en tout cas dans les gouvernements de Philippe et Castex, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, dans un premier temps sur les thématiques économiques, aujourd'hui sur les thématiques économiques, mais également en matière de sécurité, que tout ceci a participé d'un regard plutôt positif de la part de l'électorat de droite. Deuxième point, on a un regard, vous voyez, à l'égard de Valérie Pécresse, qui est un peu inférieur à celui qui est porté sur Xavier Bertrand, avec une petite baisse par rapport à l'enquête qui a été menée précédemment, de 2 points. Pour le reste, la répartition, vous voyez, est assez similaire à celle qu'on avait vue par le passé. Petite progression de Emmanuel Macron, petite baisse de Marine Le Pen, mais on est globalement dans des équilibres qui sont des équilibres assez forts. Des équilibres qui plus est, qui, on aurait pu s'attendre, soient plus favorables à Anne Hidalgo, par exemple, ou éventuellement à Yannick Jadot. On a pu voir pour Anne Hidalgo que ça n'était pas le cas. On a pu voir que sa campagne nationale ne prenait pas véritablement et qu'aujourd'hui, elle souffrait d'un regard qui est un regard de personne qui est présente au niveau des grands enjeux parisiens ou franciliens, mais qui n'arrive pas entièrement à embrasser d'autres thématiques. Même type de regard, on pourrait gloser à l'envie, mais on a
la même attitude d'un point de vue global de la part des différents électorats. Un électorat Marine Le Pen qui est bien constitué, Emmanuel Macron dans une moindre mesure, un électorat Jean-Luc Mélenchon qui l'a un peu moins, un électorat Fillon qui l'a plus encore, hésite sur son comportement électoral, et moins d'un sur deux déclare qu'il voterait pour la candidate soutenue par les Républicains, et puis enfin un électorat de Benoît Hamon qui est éclaté, notamment entre Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Le premier tour est intéressant, et d'abord avec prudence. Le deuxième tour, il est tout autant, et à prendre avec d'autant plus, si ce n'est plus de prudence. Il la prend avec beaucoup plus de prudence parce qu'en fait, on n'a pas la campagne qui est menée, parce qu'on n'a pas les rapports de force complets, parce que les Français, lorsqu'ils votent, ne connaissent pas encore précisément ni ce que sont les deux potentiels qualifiés, ni même ce que peuvent être les intentions de vote en faveur de l'un ou de l'autre. Et on sait que l'intention de vote joue un rôle dans l'appréciation que l'on peut avoir de la politique publique, qui n'est pas de la politique qui peut être menée, et donc du choix que l'on peut faire en matière de comportement électoral, mais que ça traduit, et en tout cas, ça fait partie du débat. Avant d'entrer dans le détail de l'intention de vote, quelques graphiques que j'aimerais vous montrer, qui ne sont pas des sondages, mais qui sont des scores, ou plutôt des résultats issus des élections. En 2002, dernière élection présidentielle où il y a eu un affrontement de manière nette entre la droite et l'extrême droite, en 2002, 8 400 000 personnes se sont abstenues au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ces 8 400 000 sont devenus 12 millions au cours de la dernière présidentielle. En 2002, un peu plus d'1 700 000 personnes a déposé un bulletin blanc ou nul dans l'urne au deuxième tour. Ce 1 700 000 s'est transformé en 4 millions au cours de la dernière élection présidentielle au deuxième tour. Donc une forme de double critique à l'égard de l'offre politique qui était exprimée et de double expression de la volonté de ne pas séparer l'un de l'autre, avec, vous le voyez, un niveau record d'abstention au deuxième tour de l'élection présidentielle, hormis la situation qu'on avait pu connaître en 1969, mais c'est une situation qui est radicalement différente. Ça, c'était en voix. Même type de regard que l'on peut avoir en termes de pourcentage. En pourcentage, 25% des électeurs ne sont pas déplacés au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ces 25%, là aussi, constituent un record absolu de l'absence de participation au deuxième tour, ou d'abstention au deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus de 8% des électeurs ont voté blanc ou nul à la présidentielle. 8%, ça veut dire sur 100 électeurs que vous prenez au hasard, qu'ils soient allés voter ou qu'ils ne soient pas allés voter, 8 ont déposé un bulletin blanc ou nul. Si vous prenez uniquement les personnes qui sont déplacées pour aller voter, ça veut dire qu'il y a plus de 12% des électeurs qui ont voté blanc ou nul. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de se déplacer, ils font leur acte civique et ils votent blanc ou nul. Donc, si vous ajoutez ces deux aspects-là, vous pouvez voir qu'on a 33% de l'électorat qui ne s'est pas prononcé dans le cadre du deuxième tour de la dernière élection présidentielle. En 2002, nous n'avions pas 8,6% de vote blanc ou nul, mais 4,3%. Donc, c'est-à-dire 2 fois moins. Avec une participation qui était une participation, là vous voyez, qui était plus importante au deuxième tour de la dernière élection présidentielle. Dernier point que je voudrais vous montrer là-dessus, le dernier point, si on compare 2002 et 2017. En 2002, l'abstention a baissé très fortement entre le premier tour et le deuxième tour. En 2017, l'abstention a progressé. En 2002, les blancs et nuls ont légèrement progressé entre le premier tour et le deuxième tour. En 2017, ils ont été multipliés par plus de 4. C'est le cas lorsqu'on regarde en voix, et c'est également le cas que l'on peut voir en termes de pourcentage. C'est la première fois depuis 1969 qu'au cours du deuxième tour de l'élection présidentielle, la participation est moins importante que comparée à celle qu'on a pu avoir au scrutin précédent. Et ce niveau de participation est même
le niveau d'accroissement des blancs et nuls que l'on peut avoir entre le premier tour et le deuxième tour. Ces points-là expliquent en partie le résultat, toujours à prendre avec grande prudence, de ce que peut être le comportement électoral des Français dans le cas d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Certes, il y a des transferts de voix. Certes, il y a des comportements électoraux en faveur de l'un ou de l'autre. Mais également, on peut voir que plus de 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, une sur deux qui déclarent qu'ils voteraient demain Anne Hidalgo, 44% de ceux qui voteraient Yannick Jadot ou 41% de ceux qui voteraient Xavier Bertrand disent, dans l'hypothèse Le Pen-Macron, soit je n'y vais pas, soit éventuellement je dépose un bulletin blanc ou nul. Cette attitude-là est une attitude qui est absolument singulière, nouvelle dans la société française, et explique une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen obtient le score qu'elle peut obtenir. Une forme d'apathie de la part de la population française, une forme de regard distant à son égard, une forme d'inscription dans le paysage politique national sans que ça jette un trouble majeur dans l'opinion, et une idée de se dire voter contre le Rassemblement national, aujourd'hui, ça n'est pas entièrement possible. En tout cas, ça ne peut pas être le seul ressort de mon comportement, et c'est ce que nous disent d'une manière générale les électeurs que l'on a été amené à interroger. Donc cette situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est une situation d'apathie à l'égard de la montée du Rassemblement national, une situation en fait où certes il y a des électeurs qui votent pour eux, on peut voir par exemple 21% des électeurs de Xavier Bertrand, mais que ça ne suffit pas en lui-même à pouvoir adopter, en tout cas se dire qu'on va porter Marine Le Pen au pouvoir, que ça participe également à travers une abstention massive, notamment de la part des électeurs de gauche. En 2014, le Front National est arrivé en tête des élections européennes. Ça n'a pas suscité de débat, pas plus que ça en a suscité en 2019. En 2020, le Rassemblement national, à travers Louis Alliot, peut gagner une mairie de plus de 100 000 habitants sans que ça suscite le moindre débat ou la moindre interrogation, la moindre construction d'une forme de comité de vigilance ou que sais-je. Donc on a cette situation où le Front national peut s'inscrire dans le territoire sans que ça crée un trouble majeur auprès des électeurs et qui, parfois, vont avoir le sentiment qu'ils ont fait un effort en 2002 pour aller voter Le Pen, contre Le Pen, qu'ils ont fait un effort en 2017 pour voter là aussi contre Le Pen, mais qui, au final, ne sont plus tout à fait persuadés qu'ils le feraient si jamais la situation devait à nouveau se présenter. Donc voilà, rapidement, les principaux enseignements de cette enquête que nous avons été amenés à réaliser pour Comstrat et qui a été rendue publique dans l'opinion dimanche et lundi dernier. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Je prends le relais de Guillaume. Merci beaucoup pour cette interprétation. C'est toujours plus intéressant d'écouter l'analyse de Sandor que de lire les analyses de la presse, qui bien sûr sont toujours intéressants, mais on voit le back-office du sondage, ça nous permet de comprendre mieux. Je pense qu'on avait déjà quelques questions sur les chats et j'aimerais bien que vous preniez la parole pour le poster parce que c'est toujours plus sympa. Il y a une question de Natalia Odissaria. Je ne sais pas si vous êtes là et si vous voulez prendre la parole pour poser votre question. Vous pouvez la lire ou comme vous préférez. Allez-y, c'est toujours plus sympa. Merci déjà pour cette intervention et la réunion, c'était vraiment très sympa. Et je voulais donc savoir si la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, ça changerait quelque chose au niveau des votes, des intentions de vote. Et est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça peut être une solution? Et parce qu'on voit que, comme vous l'avez très bien démontré, l'abstention, les votes blancs, ça représente une bonne partie du vote. Donc, on voit que ça ne séduit pas la majorité des Français, quand même, les candidats que nous avons à chaque présidentielle. Voilà. Il y a plusieurs débats qui existent à l'heure actuelle pour vivifier la démocratie. Il y a effectivement le fait de pouvoir voter, accepter ou reconnaître le vote blanc ou nul.
Il y a le débat également pour savoir si on permet aux jeunes de 16 ans de pouvoir également voter. Et on sait que c'est un peu dans l'air du temps. Moi, il y a deux choses que je remarque. La première chose que je remarque, c'est que on a découplé pour la première fois les votes blancs d'un côté, des votes nuls de l'autre. J'ai regardé, est-ce qu'on arrive vraiment à dissocier les uns les autres de manière nette en matière d'interprétation? Pas toujours. Le deuxième aspect, c'est que derrière la question du vote blanc ou la reconnaissance du vote blanc, se pose la question de est-ce qu'on les compte comme étant des exprimés? Et si c'est le cas, que faire d'un candidat qui, par exemple, dans le cas d'un duel, n'arriverait pas à dépasser les 50%? Est-ce qu'il y aurait 2, 3 ou plus % de vote blanc ou éventuellement de vote nul comptabilisé? Est-ce qu'on accepterait d'avoir, pour la symbolique, un président de la République élu avec 49,7% des voix? J'en sais rien. Donc, il y a derrière cela une question qui se pose. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que le vote blanc ou le vote nul prennent d'autant plus d'importance que le choix qui est proposé aux Français ne correspond pas ou éventuellement les met dans une situation de tension. Soit ne correspond pas, et on a vu par exemple au cours de la dernière élection présidentielle, soit les met dans une situation de tension. Ça a été le cas par exemple en 2000, je crois, lorsqu'il y a eu le référendum sur l'inversion du calendrier et la mise en place du quinquennat au détriment du septennat, et où, notamment dans des quartiers qui sont des quartiers traditionnels de droite, on a vu des électeurs, en tout cas des votes blancs ou nuls, qui ont été extrêmement massifs. C'est un électorat relativement âgé, un électorat plutôt aisé, un électorat plutôt à droite sur l'échiquier politique, et qui considérait qu'avec cette approche de modification du passage du septennat au quinquennat, on avait une entrave profonde à ce que pouvait être l'esprit de la Ve République qui était porté par le général de Gaulle. Merci beaucoup. Allez-y, messieurs, maintenant. Ouais, votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore pour cette présentation. Oui, ma question est un petit peu technique parce que je vous ai entendu dire, quand vous analysiez le score de Marine Le Pen au deuxième tour de 2017, je crois que vous avez prononcé le mot, ou peut-être je l'ai inventé, mais vous aviez l'air étonné, ou en tout cas, vous trouviez ça assez impressionnant, que Marine Le Pen ait atteint 33%. Et c'est purement technique peut-être, hein. Je me suis dit, c'est un étonnement qui aurait pu avoir lieu dès le premier tour, parce que quand on voit Mélenchon qui dit « je ne donne pas de consigne de vote », quand on voit que certaines des personnes qui étaient au premier tour, Dupont-Aignan pour ne pas le nommer, mathématiquement, on arrive à des scores qui montent à 30-35%, quoi. Encore une fois, en y allant peut-être un peu vite. Mais... Donc voilà, ma question, c'était pourquoi j'étais étonné que vous soyez étonné. Je joue également aussi pour créer un peu de tension auprès de l'auditorat un soir à 19h. Si on se rappelle, en fait, le score de Marine Le Pen, c'était 21% au premier tour, Dupont-Aignan 4,7 et Asselineau 0,9. Donc ça veut dire qu'on arrive à 27% en gros de l'électorat qui a voté pour Marine Le Pen. Le passage même de 27 à 33 n'était pas forcément complètement assuré. On peut rappeler qu'en 2002, l'évolution de ce premier tour et le deuxième tour n'avait pas été à ce point favorable, par exemple, pour Jean-Marie Le Pen. Là où c'est un peu étonnant dans cette mesure, en fait, par rapport aux traité de sociologie politique qu'on a pu avoir dans notre jeunesse, c'est que normalement, si on n'a pas les habits de présidentialité, on ne peut pas concourir, on ne peut pas obtenir un bon score au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen ne pensaient pas qu'elle avait les habits de présidentialité. Mais ça ne les a pas empêchés d'adopter ce comportement électoral.
je jouais un peu le faux ingénu parce qu'en fait, on avait quand même des traces antérieures. Les élections régionales de 2015 en avaient été pour partie la marque. Quand vous prenez, déjà, le Front National est présent dans toutes les régions au deuxième tour. Toutes. En tout cas, la France métropolitaine. Est-ce que c'est un fait qui crée débat dans la cité française? Pas du tout. Le Front National progresse dans quasiment toutes les régions au deuxième tour de l'élection régionale. C'est la première force politique, 28%, après avoir réalisé 27% au cours des élections départementales de 2015. Et deux, dans un certain nombre de régions, il progresse nettement. 150 000 voix de plus pour Marine Le Pen entre le premier tour et le deuxième tour des élections régionales dans la région qui ne s'appelait pas encore la région Hauts-de-France. 150 000 personnes qui ne sont pas déplacées au premier tour et qui vont adopter un comportement électoral en sa faveur ou qui vont changer. Alors qu'on n'est pas forcément dans un duel entre la droite et entre la gauche et l'extrême droite, mais entre la droite et l'extrême droite. Et on sait qu'en général, les électeurs de gauche ont plutôt proportion à voter pour un candidat de droite que les électeurs de droite pour un candidat de gauche dans une confrontation avec le Rassemblement national. Donc, il y avait ces prémices qui existaient là. Prémices qui ont suivi par la suite avec, pour la première fois, des députés Front National qui ont été élus dans le cadre de duel et non pas dans le cadre de triangulaire. Donc, cette attitude, je pense, qui, d'un point de vue d'opinion, montre bien qu'on a un électorat qui est un électorat structuré, qu'un électorat qui veut, lorsqu'il vote pour Marine Le Pen, qu'elle arrive au pouvoir, et non pas en fait, qu'il soit sur une position qui soit une position de laisser un message à l'égard des autres forces politiques pour qu'ils tiennent compte du message qu'ils vont émettre, et qui vont, qui plus est, être solides, c'est-à-dire adopter élection après élection le même type de comportement électoral, et c'est l'électorat qui aujourd'hui est le plus solide. Et le deuxième aspect, c'est un électorat qui même a tendance à vieillir et qui était par le passé constitué notamment de jeunes, et là qui commence à grappiller tendanciellement parmi des personnes qui sont âgées de 50 ans, 60 ans ou 65 ans et plus. Donc c'est des points, je pense, qui sont importants à surveiller. Merci. Alors moi, j'avais une question sur la gauche. En fait, je suis absolument fasciné par la nullité du score de Yannick Jadot. Et je suis étonné que ça ne prenne pas. En fait, je ne sais pas si vous avez des explications là-dessus, mais autant je pouvais comprendre en 2017 que Benoît Hamon se plante parce que, sorti de mandat de François Hollande, les frondeurs, tout ça, bon, ok, ça avait merdé grave, mais là, les écolos ont gagné des grosses mairies. Il y a un agenda dit climatique qui est présent tous les jours dans n'importe quel canard, n'importe quelle rubrique télé, on ne parle que de ça, ou presque que de ça, sans parler des conséquences épidémiologiques, enfin de la crise sanitaire, le monde d'après, tout ce machin-là. C'est bizarre. Autant j'ai du mal, enfin j'avoue que je comprends que je vois ce truc et je me dis, mais enfin, comment se fait-il qu'une candidature de ce genre ou une autre du même genre, ou même que Jadot plus Hidalgo, quoi. Comment se fait-il que ces gens n'arrivent pas à imprimer davantage? Je ne sais pas si vous avez une explication, mais ça m'intéresserait d'entendre. Alors, peut-être déjà un point concernant les dernières élections municipales. La droite a gagné les dernières élections municipales. Quand on prend en fait le score et les voix et les mairies remportées, la droite a gagné les dernières élections municipales. Elle a, d'une manière générale, conservé la plupart des positions qu'elle avait issues des élections de 2014, qui s'étaient inscrites dans un contexte où là aussi l'abstention avait joué un rôle fondamental et où l'électorat de gauche était resté nettement chez lui, en tout cas de manière différentielle, et ce qui avait permis à la droite de gagner de nombreuses mairies ou de consolider les mairies qu'elle avait pu gagner pour partie en 2014. Je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit pour comprendre un peu la nature du paysage politique que l'on a aujourd'hui. Cette droite qui est forte à l'heure actuelle, ça se retrouve d'ailleurs dans les indices de confiance à l'égard des différentes personnalités, parce que quand vous prenez les Français, enfin les personnalités politiques en qui les Français accordent le plus leur confiance, vous allez avoir dans les 5 premiers, je crois, 4 personnes qui sont issues de la droite
parmi lesquels, en tout cas avant le jugement, Nicolas Sarkozy faisait partie. Le deuxième aspect, la victoire politique des écologistes. Je ne parle pas de la victoire culturelle, mais la victoire politique des écologistes, elle est manifeste dans un certain nombre de communes, mais je crois que si on ramène ça à l'ensemble de l'électorat, c'est moins de 3% de l'électorat qui a voté pour une liste Europe Écologie Les Verts, notamment parce qu'il était présent dans peu d'endroits et présent dans peu de petites communes. Malgré tout, ils ont gagné avec un point qui nous titille profondément. Dans mon petit manuel de sociologie politique, que je vais finir par mettre complètement de côté, on apprend que le maire doit arriver à dépasser les clivages politiques. Que le maire, si vous me permettez l'expression, doit être à portée de baffe de la part des électeurs, parce qu'on le connaît, parce qu'on l'identifie, et parce que c'est lui qu'on va secouer, que même s'il n'est pas responsable directement, il a forcément suffisamment de relais pour pouvoir faire accélérer des dossiers, que ce soit en termes de logement, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en termes de dynamique sociale, ce que vous voulez. À Lille, à Poitiers, à Tours, à Rouen, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Besançon, à Colombes, et j'oublie d'autres villes, les candidats Europe Écologie Les Verts ont soit gagné, soit réalisé des scores qui étaient des scores très élevés. Ils avaient tous une double singularité. La première singularité, c'est qu'ils étaient inconnus, mais vraiment inconnus. Voter pour la maire de Strasbourg, c'est voter pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voter pour la maire de Marseille, voter pour le candidat à Toulouse, voire même à Lyon, c'est voter pour des personnes qui sont inconnues. Mais quand je vous dis inconnues, ça veut dire moins de 10% de notoriété à la fin de la campagne électorale. Donc, première singularité, on vote pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Deuxième singularité, on vote pour une personne dans un système où l'équation politique de la majorité sortante est difficile. C'était le cas à Lille, par exemple, c'était le cas évidemment à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, pour partie, même si le contexte est un peu différent, parce que le candidat, là, pour le coup, était relativement connu à la différence des autres, présent et militant depuis longtemps, et à chaque fois avec des passations de pouvoir, soit qui étaient mal faites, soit un pouvoir socialiste qui était en profonde déliquescence. Donc, première singularité, on a voté pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Deuxième singularité, dans les motivations de vote des électeurs, la thématique écologique et environnementale est là, c'est certain. Mais il y a également des thématiques en matière de sécurité, des thématiques en matière de pouvoir d'achat, des thématiques en termes de dépenses publiques, des thématiques en termes de capacité à pouvoir représenter la ville par-delà ses propres frontières, qui ne sont pas forcément les axes forts des écologistes de manière traditionnelle, mais là dont ils ont su bénéficier. Qu'est-ce qu'une ville verte? On voit tout de suite ce qu'est une ville verte. Indépendamment de la personnalité, on voit tout de suite ce qu'est une ville verte. Il va y avoir du bio dans les cantines, il va y avoir de manière générale un peu plus de circulation douce, il va y avoir une réflexion sur la publicité, il va y avoir une réflexion sur les arbres dans la ville, etc. Donc c'est tout de suite parlant comme projet politique. Le projet politique des socialistes, là pour le coup, apparaît comme étant spontanément un peu moins visible, sauf si on est une candidate, je vais prendre deux exemples, comme à Paris ou éventuellement à Nantes, où en fait elles sont socialistes de nom, mais où elles mènent une politique, à mon avis, que la plupart des écologistes ne renient pas dans l'absolu. Donc on a ces points-là qui, pour nous, apparaissent comme étant des points importants qui permettent de voir globalement ce qu'est une politique qui est menée par des écologistes. Est-ce que demain, on arrive à savoir ce que serait une France verte? Pas forcément. Est-ce que demain, on arrive à savoir avec certitude ce que ferait un dirigeant écologiste en termes de politique internationale, en termes de gestion de la pandémie, en termes d'utilisation du bouton nucléaire si jamais on était en difficulté, en termes de normes sociales, en termes de politique économique? Pas véritablement. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas bouger, je ne vous dis pas que ça sera complètement figé, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, dans le petit regard qu'on nous porte à l'égard du responsable politique, on a une situation où les écologistes ne donnent pas forcément le sentiment d'avoir ces petits attributs de présidentialité. Nous, c'est des points qu'on va suivre.
est-ce que les élections municipales dernières ont été une forme de zone d'alerte qui nous permettrait de voir que peut-être que la nature de l'attitude ou de l'appétence que l'on peut avoir à voter pour un candidat peut être de nature à changer. On regarde ça et puis on regarde également ce qu'on appelle le phénomène Mercier, issu de Baron Noir, pour essayer de voir si une personnalité qu'on pourrait avoir sous les yeux, hors parti, pourrait parvenir à pouvoir bousculer entièrement le jeu politique. Aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais qu'on le voyait. On a cherché de voir Zemmour, Bigard, Ruffin, des personnes donc, soit à droite, soit à gauche, soit clairement populistes, qui disposent d'un attrait qui était un attrait relativement faible. Je ne vous dis pas que ça ne se produira pas. On essaie de voir et on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, en Italie, évidemment, aux États-Unis, pour partir en Grande-Bretagne, voire même au Brésil, mais qu'à l'heure actuelle, on n'identifie pas encore de mouvements d'opinion qui vont clairement dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Laurent Daniel, si vous voulez y aller. Ok. Alors, j'avais deux questions. Un peu en miroir de la question sur pourquoi Jadot n'imprime pas. Pourquoi Pécresse et Bertrand aussi, ils ont l'air de plafonner, alors que on peut imaginer qu'il y a au moins 20-25% d'électorat traditionnel de la droite depuis longtemps qui pourrait se reporter sur eux. Et deuxième question, est-ce que vous pensez l'hypothèse possible de Macron qui ne se présente pas en 2022 ? Parce qu'on a entendu ça, et des petites cartes postales de Macron disant qu'il n'est pas sûr de se présenter. Est-ce que vous pensez que c'est possible, comme un peu François Hollande l'a fait récemment ? Voilà. On ne s'entend pas, Laurent Daniel. Jean-Daniel. Oui, parce qu'il faut que j'ai des trucs, j'en ai vu. C'est ça ? Ça fait que 1 an que je pratique Zoom, donc en fait, voilà, donc on peut pas sur les boutons. Je vais commencer par le deuxième point qui est le plus facile. Je ne sais pas en fait si Macron peut ne pas se présenter. Si Macron ne se présente pas, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir qui serait susceptible éventuellement de pouvoir prendre au pied levé une candidature. Tout le monde pense évidemment à Édouard Philippe, mais la popularité ne fait pas le vote. Et qu'aujourd'hui, en fait, il y a une forme de reconstruction a posteriori de ce qu'est Édouard Philippe. Et nous, on a un petit doute sur sa capacité à pouvoir être perçu comme étant une personne aussi enthousiasmante que l'a été Emmanuel Macron en 2017. Enfin, en tout cas, c'est un des points pour lesquels on peut avoir une forme de question qu'on se pose. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'Emmanuel Macron ne serait pas en capacité de pouvoir se présenter ? Si la situation économique et sociale était tellement désastreuse à la fin de l'été, enfin à la fin de l'automne prochain, que le pays deviendrait ingouvernable et qu'il perdrait justement cette capacité à pouvoir tenir, entre guillemets, le pays. Jusqu'à présent, il a montré qu'il avait réussi à résister à des crises importantes comme celle des Gilets jaunes, par exemple. Donc, en tout cas, moi, ça serait une des hypothèses que je pourrais émettre. Deuxième aspect. Au cours de la présidentielle, une partie des électeurs qui pensaient voter pour François Fillon, pour tout un tas de raisons, le Penelope Gate, l'affaire Bourgi, mais également en fait, tout le débat sur la manière dont était conduite et proposée la politique d'un point de vue de valeur de la société française, et je pense par exemple à la sécurité sociale, avait troublé notamment à l'époque du débat sur le petit rhume, le gros rhume. Ces électeurs nous disaient avant la présidentielle, je ne vote pas Fillon. Mais par contre, aux législatives, c'est sûr, j'ai voté pour le candidat républicain. Arrivé sur le perron de Matignon, Édouard Philippe a dit quelque chose qui n'avait jamais été dit, en tout cas pas avec autant de force. 3 mots. Je suis de droite. Ces 3 mots, c'est 100 députés de plus pour la République en marche. C'est
cet électorat-là qui disait « Ah, on pensait que Macron, c'était le fils caché de François Hollande. En fait, c'est quelqu'un qui est de chez nous. Et donc, on a envie de lui donner sa chance. » D'autant plus qu'il y avait une ossature, Le Maire, Darmanin, issu de la droite également, ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy, ancien candidat à la primaire de la droite pour l'autre, qui donnait une articulation en plus sur une politique économique. Hein. C'était budget d'un côté, économie de l'autre, donc il y avait cette cohérence. 100 députés de plus pour La République En Marche. Dans un contexte où la participation électorale avait été extrêmement faible également, moins de 50% au premier tour de la présidentielle, moins de 43% au deuxième tour des élections, moins de 50% au premier tour des élections législatives, moins de 43% au deuxième tour des élections législatives. Donc tout ceci avait participé d'un regard qui n'était pas enthousiasmant, mais quoi qu'il en soit, qui donnait sa chance au président de la République sortant. Aujourd'hui, quand on est un électeur de droite, il y a 3 points qu'on reconnaît nettement à Emmanuel Macron. Le premier point, il a fait ses preuves. Et alors qu'on a élu un président jeune, on a aujourd'hui un président qui est capable de faire président. Et que les critiques étaient émises à l'égard de Nicolas Sarkozy et surtout à l'égard de François Hollande n'ont aucune prise sur Emmanuel Macron. Personne ne dit qu'il n'est pas capable de faire président de la République, ce qui n'est pas rien. Le deuxième aspect, il y a derrière Emmanuel Macron des critiques qui sont émises, mais une qui n'est pas présente. Il n'a pas trahi ses engagements de campagne. Contrairement à François Hollande, contrairement à Nicolas Sarkozy, contrairement à Jacques Chirac, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et quelle que soit la réalité de cette représentation-là, on a la perception que lui, à la différence des 3 autres présidents précédents, il n'a pas trahi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on soit d'accord, mais ça veut dire qu'au moins, il y a une cohérence entre ses engagements de campagne et ce qu'il a fait par la suite. Et l'électorat de droite, malgré tout, est attaché à cela. Et puis le troisième point, il y a derrière la prise de position d'Emmanuel Macron des petits totems qui parlent à la droite. Le premier totem, c'est la réforme du statut des cheminots de la SNCF. Le deuxième totem, c'est la politique d'un point de vue fiscal. Le troisième totem, c'est la réforme des retraites qui, quand bien même elle ne serait pas arrivée complètement jusqu'au bout, ne lui est pas imputée à lui comme étant un échec, mais qui est liée plutôt au contexte actuel. Et il a, d'une manière ou d'une autre, donné le sentiment qu'il s'est attaqué aux régimes spéciaux, et notamment aux régimes spéciaux SNCF et RATP, et que ceux-ci participent d'une forme de regard qui est un regard positif de la part de l'électorat à droite qui dit « il l'a fait, les autres ne l'ont pas fait ». Quelle est la proposition alternative à l'heure actuelle de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse? Elle n'est pas clairement lisible, elle n'est pas clairement identifiée, mais c'est assez logique. La différence entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse s'exprime, selon nous, par la manière dont les uns et les autres montrent l'envie. Que clairement, Xavier Bertrand montre qu'il en a envie. Il se structure, il a créé la manufacture, il est présent en France et il ne manque pas une occasion de dire que, attention, il va peut-être être candidat et soyez attentifs à cela. On a donc dans ce contexte-là une appétence de la part de l'électorat à droite à voter potentiellement pour ce type de personnalité, qui plus est, qui a un mérite d'un point de vue d'opinion, c'est que Xavier Bertrand est la dernière image que l'on a d'une victoire de la droite. Il a battu Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. En tout cas, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et sans faire de parallèle outrancier, Ségolène Royal a pu être candidate à la présidentielle de 2007 parce qu'elle avait gagné en Poitou-Charentes face à Jean-Pierre Raffarin. Elle était, après 2002, l'image de la victoire de la gauche. Lui, il a la dernière image claire de victoire de la droite face à Le Pen. Que ce soit juste ou pas juste, on s'en fiche un peu. Mais c'est perçu comme cela. Et donc, ça lui donne ce petit avantage aujourd'hui qui fait que dans un contexte où la campagne électorale n'a pas véritablement commencé,
dans un contexte où les élections régionales vont quand même se tenir entre-temps, ils plafonnent l'un comme l'autre à un niveau qui est un niveau d'environ 15%, mais ce qui ne les empêche pas d'avoir un petit départage plutôt en faveur de Xavier Bertrand qu'en faveur de Valérie Pécresse. Merci beaucoup. Je pense que Monsieur Benamoudi, c'était à vous la parole. Oui. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention, pardon. Et désolé, j'en ai manqué 5 minutes, donc je présente une excuse par avance si vous avez déjà traité ma question, qui porte sur les candidats qui se réclament du souverainisme. Est-ce que vous sentez dans vos travaux l'émergence d'un éventuel pôle souverainiste? Et en creux, ma question, c'est est-ce qu'il y a porosité entre les électorats de Montebourg et de Xavier Bertrand? Merci. Ce qu'on a trouvé intéressant à la suite de la crise du coronavirus, comme on l'a fait au début, c'est que ça a fait réémerger des préoccupations qui existaient globalement dans la société française, avec une critique qui était une critique sous-jacente sur une absence d'industrialisation suffisamment importante en France. Ce n'était pas nouveau et c'était présent. On a pu voir à l'époque de Montebourg, par exemple, tous les débats autour de Florange, etc. Ce qui est assez frappant, enfin, en tout cas ce qui nous intéresse, c'est que la question n'est pas une question de souverainisme à nos yeux, c'est une question de maîtrise. Est-ce qu'on a le sentiment, lorsqu'on élit des responsables politiques, qu'ils ont la maîtrise du cours des choses? Et est-ce que la France, qui s'enorgueillit d'être une démocratie forte, arrive à faire en sorte que le politique puisse avoir une prise sur l'économie? En tout cas, ça traverse la société française. C'est à ce titre-là que Emmanuel Macron est attendu, comme la plupart des responsables politiques. Et que le côté libéral, entre guillemets, dont se targuent certains, ne recueille pas aujourd'hui un assentiment très positif en France. Et on peut voir que ce mot-là est quasiment banni aujourd'hui de l'expression dans l'espace public. Arnaud Montebourg, dans le cadre de l'enquête qu'on avait réalisée il y a de cela quelques semaines avec Comstrat et l'Opinion, plafonnait à 5%. Arnaud Montebourg a tout un tas de qualités d'un point de vue d'opinion. Il apparaît comme étant cohérent. Il a parlé de la 6e République avant tout le monde. Il a parlé du Made in France avant tout le monde. Il a parlé de la désindustrialisation avant tout le monde. Il a parlé d'une aspiration à une forme de norme sociale avant tout le monde. Mais il donne le sentiment d'avoir trahi son camp. Et que les électeurs de gauche, même s'ils n'aimaient pas François Hollande, n'ont pas accepté cela de la part d'Arnaud Montebourg. Christiane Taubira a quitté le gouvernement en étant très légitime à l'égard du président de la République et avec un débat qui apparaissait comme un débat politique. Lui a quitté le gouvernement en donnant le sentiment d'avoir un débat qui est un débat personnel. Et la France restant un pays politique, la raison pour laquelle l'un comme l'autre ont une confiance différente de la part des Français et des Français, et notamment de la part des électeurs de gauche, en est la marque de fabrique. Donc il est aujourd'hui une forme de stature indéniable, mais qui ne se traduit pas d'un point de vue électoral de manière manifeste. Donc dire à partir de 5%, est-ce que cet électorat-là pourrait voter pour Xavier Bertrand? Moi je dirais pourquoi pas, même si la thématique gauche-droite reste encore assez importante dans la société française. Et que ceux qui ont voulu jusqu'à présent rassembler les deux rives le faisaient plutôt au nom d'un projet politique plutôt qu'autour d'une posture. François Bayrou y a pour partie réussi en 2007, ouvrant la voie à Emmanuel Macron 10 ans plus tard. Jean-Pierre Chevènement n'y est pas parvenu en 2002, alors même qu'il était sur un positionnement qui, sur certains égards, pas sur tous évidemment, n'est pas très éloigné de ce qu'était ou de ce que peut être la prise de position de la part d'Arnaud Montebourg aujourd'hui. Merci beaucoup. On a toujours une main levée, Monsieur Franck Benamou. Je vous laisse la parole et après, on va essayer
de répondre rapidement les questions pour pouvoir finir à 20h15. Voilà, donc Monsieur Valermont, je vous laisse la parole. On ne vous entend pas. Micro. Monsieur Valermont, on ne vous entend pas, il faut activer le micro. C'est fait. Voilà, là c'est bon. Bonsoir, merci pour cette soirée. Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que vous disiez tout à l'heure et j'ai trouvé très pertinent votre analyse en projection sur l'écologie au niveau national versus au niveau local. Effectivement, c'est une question que je ne m'étais pas posée et une fois exprimée comme vous l'avez fait, ça paraît assez clair qu'on a un peu de mal à voir au niveau national ce qui pourrait se passer. Pour autant, je vois que dans les sondages, et le vôtre en particulier, l'hypothèse Éric Piolle n'est pas prise en considération. Je dis tout de suite, je suis grenoblois, donc je sais de quoi je parle, puisque ça fait maintenant 6 ans que nous supportons ce personnage. Mais cependant, il est probablement plus redoutable qu'on ne l'imagine, puisque nous l'avons travaillé sur le terrain. Il tisse sa toile, il a d'ailleurs ses entrées dans les médias, vous avez remarqué depuis quelques semaines. Il a son rond de serviette. Et donc, je voudrais savoir simplement ce que vous pensez de cette hypothèse-là, puisqu'assez curieusement, c'est toujours Jadot qui est dans les starting blocks des sondages, alors même que les primaires chez les écologistes n'ont pas encore eu lieu. Oui, effectivement, en fait, Éric Piolle, même s'il a son rond de serviette, n'est pas encore très connu de la part des Françaises et des Français. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est amené à plus tester Jadot que Piolle. Et puis même Jadot a mis beaucoup de temps avant de se faire une notoriété au niveau national. C'est vraiment apparu quasiment dans la semaine qui a précédé les élections européennes et ça s'est poursuivi par la suite. On est contraint par des choix et donc là, en fait, oui, effectivement, on en a fait quelques-uns qui sont tous discutables, mais en fait, on a pris le parti en fait, de tester pour l'écologie celui qui apparaissait comme étant le plus connu. Piolle est quelqu'un moi, que je trouve intéressant. Là, je n'habite pas à Grenoble, mais je trouve intéressant déjà électoralement. Il a gagné en 2014 face à des socialistes qui étaient là aussi en difficulté. Il a été assez brillamment réélu, même si c'est un contexte de participation relativement faible. Je crois un peu moins de 47% au premier tour et un peu plus de 53% au deuxième tour des dernières municipales à Grenoble. Et que c'est au premier tour un de ceux qui a réalisé un des meilleurs scores dans des villes de 100 000 habitants et plus pour un candidat de gauche. Vous m'arrêtez si je fais erreur, mais je crois que c'est un des points en fait, que j'avais retenu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Piolle a réussi à conquérir la ville de Grenoble en donnant le sentiment d'être un écolo qui n'était pas un écolo fou furieux. Il était issu, si je ne me trompe pas, de HP, ingénieur chez HP, donc grande entreprise, avec un côté responsable qui lui était accolé. Et il a proposé à peu de choses près à des Grenoblois, notamment âgés, de revenir à l'âge d'or de Grenoble, qui n'avait probablement jamais existé, mais qui renvoyait à une qualité de vie qu'ils avaient, à tort ou à raison, pensé avoir perdue. Il a également indiqué que les Grenoblois devaient se réapproprier la ville avec une ville qui donnait le sentiment là aussi de se construire contre les Grenoblois. L'attractivité de Grenoble, notamment pour des cadres, a eu des effets d'un point de vue urbanistique, a eu des effets en termes de politique publique qui ont pu être proposés par la suite, qui ont donné le sentiment qu'on s'adressait, pour faire vite, plus aux nouveaux habitants, étrangers entre guillemets, plutôt qu'aux anciens habitants. Et donc, en fait, il a fait vibrer un regard à l'égard d'une ville, qui est une ville qui donnait le sentiment de pouvoir être plus agréable avec lui que sans lui. Sur le fond, il peut effectivement récupérer de manière plus nette un électorat issu de la gauche que ne peut le faire effectivement Yannick Jadot.
il a cette capacité, on l'a vu, à pouvoir parler notamment aux insoumis, mais également à certains socialistes. Les écologistes, dans le cadre de leur primaire interne jusqu'à présent, n'ont pas désigné le favori des sondages. Ni Cécile Duflot contre Yannick Jadot à la présidentielle, ni Nicolas Hulot face à Eva Joly à la présidentielle précédente. Donc on surveillera ça, on va suivre ça. Si je ne me trompe pas, ça se déroulera entre septembre et octobre de cette année, et que la croissance de la notoriété de Éric Piolle sera plus importante et peut-être qu'on sera amené effectivement à le tester. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, même quand je le teste en termes de popularité, on a quand même l'immense majorité des électeurs qui n'ont quasiment jamais entendu parler de lui ou qui n'arrivent pas à le positionner. On va savoir ce qu'ils pensent. On regardera également ce que donne la candidature potentielle de Sandrine Rousseau, issue du Nord, mais on sait qu'elle est présente. Être une femme en politique, ça peut aussi apporter, ne serait-ce qu'un regard médiatique un peu plus important que par le passé. Si on peut prendre la toute dernière question en 30 secondes, une réponse d'1 minute, on finira à 20h15 pile pour pouvoir libérer Jean-Daniel. Monsieur Doutois. Oui, merci beaucoup pour vos analyses. Alors, c'est un rebond un peu tardif sur la question concernant justement la gauche et son unité ou non. Justement, dans un contexte où l'imagination collective a du mal à voir une France verte, comment expliquer que le score de Marine Le Pen soit si élevé alors même qu'elle-même se positionne sur peu de sujets et donc l'imagination collective peut avoir du mal à imaginer une France Le Pen, entre guillemets. Pourquoi ne pas assister à un effritement plus fort de son électorat que celui qui est constaté, alors même qu'elle a effectué de nombreux revirements, que ce soit concernant l'Europe ou l'euro et énormément d'autres sujets? Marine Le Pen, je crois qu'elle ne vous parle pas à vous. Marine Le Pen, elle parle à des jeunes, et notamment des jeunes qui sont issus des catégories populaires. Elle parle à des personnes qui sont plutôt rurales que urbaines, à des personnes qui sont plutôt peu diplômées que diplômées. Et elle a le mérite de la constance, nous dit-on. Elle dit toujours la même chose. Même si elle a évolué sur l'Europe, ça n'est pas toujours identifié. Et je pense que la tribune qu'elle a publiée dans l'opinion n'a pas passionné les foules. Elle n'a même pas eu un écho médiatique aussi important que ce qu'elle aurait dû avoir. Et elle arrive à déjà associer aux thématiques en matière de sécurité et d'immigration des thématiques sociales, économiques, de République, pour dire ce terme-là, en tout cas des mots traditionnels de la République, ne serait-ce que la réinterprétation du terme laïcité, qui fait qu'elle arrive à pénétrer des électorats qui sont des électorats qui appartiennent plutôt rétifs à voter pour le Rassemblement national. Le deuxième aspect qui nous marque, c'est qu'on a quand même un contexte aujourd'hui, en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière d'islam, pour dire les choses telles qu'elles sont portées par les Français, elle arrive à avoir un écho qui est un écho favorable. Et je ne dis pas que c'est la seule à en parler, mais en tout cas qu'elle en parle de manière relativement forte et relativement cohérente depuis longtemps. Le troisième point, c'est que, sans parler d'imaginaire, une France dirigée par Le Pen, on voit ce que c'est. On voit que c'est un pouvoir politique fort. Et aux yeux des électeurs, c'est un pouvoir politique qui a la maîtrise du cours des choses. Il a la maîtrise de qui entre et qui sort de notre territoire. Il a la maîtrise en matière de sécurité. Il a la maîtrise en matière de terrorisme. Il a la maîtrise en matière économique. Il a la maîtrise en matière sociale, avec une intervention forte de la part de l'État et de la part de la puissance publique. Et que dans ce contexte-là, au moins, ça redonne une forme de noblesse à l'égard du politique. Le langage, qui est un langage qui est, on va dire, aseptisé de sa part, lui permet de pouvoir toucher des catégories de population qui jusqu'à présent ne votaient pas pour elle ou pour eux, et qui sont notamment des personnes âgés de 65 ans et plus, et on l'a vu par exemple de manière nette au cours des dernières élections européennes. Donc ça, ce n'est pas un imaginaire
tels que d'autres, mais en tout cas, ça renvoie, dans une certaine mesure, comme Trump avait pu le faire, comme Orban a pu le faire, non pas vers une vision qui est une vision qui amène à se projeter vers l'avenir, mais à dire on va revenir à le moment où c'était mieux avant. La France d'avant était mieux. Et ce qu'elle propose, c'est une France d'avant. Voilà, à peu de choses près. Elle n'est pas forcément pour le progrès, elle n'est pas forcément pour l'innovation, elle n'est pas forcément pour la conquête, mais elle est sur un aspect qui est un aspect qui permet de refaire vivre une France qui, à tort ou à raison, apparaissait comme étant plus apaisée, plus en maîtrise de son destin. Et ce sont des points qui touchent aujourd'hui une partie des catégories de population, en tout cas suffisamment au premier tour à l'heure actuelle pour la permettre de la qualifier, et qui n'inquiètent pas suffisamment pour amener une surmobilisation, en tout cas massive, par rapport à ce qu'elle pourrait avoir ou ce qui avait été le cas dans le cadre de présence du Rassemblement national au deuxième tour d'élection passée. Merci beaucoup Jean-Daniel, pour toute cette analyse si intéressante comme toujours. Et peut-être on doit se donner rendez-vous d'ici quelques mois pour voir si cette stabilité qu'on a vue lors des 2 derniers sondages, elle existe toujours. Et pour avoir encore vos analyses pertinentes. Merci beaucoup à tous pour vos interventions et n'hésitez pas à nous suivre sur les sites web de Sciences Po Alumni pour suivre toutes nos actualités et les événements que l'on organise. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir et merci à vous.